Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons cette semaine pour notre chronique Tudors du 22 au 28 mars pour savoir ce qui s'est passé à la cour des Tudors de 1485 à 1603. Nous avons l'habitude maintenant de nous retrouver depuis de nombreux mois pour parler de cette dynastie des Tudors en lien avec la dynastie des Valois, des Albret-Bourbon souvent. Et je vais donc vous présenter cette semaine plusieurs dates. Le 22 mars 1519, eh bien, ce fut la date de naissance supposée de Catherine Willoughby, née Parham, dans le Suffolk. Donc cette Catherine Willoughby, nous en avons déjà parlé dans différentes chroniques. Elle était la fille de William Willoughby et de Maria de Salinas, une amie très proche et dame de compagnie de Catherine d'Aragon. Le choix du prénom de leur fille était un hommage à la reine Catherine d'Aragon, évidemment, puisque Maria de Salinas était une Espagnole arrivée avec Catherine d'Aragon pour son premier mariage avec Arthur, le prince de Galles, qui, nous nous en souvenons, est décédé le 2 avril 1502, donc très peu de temps après l'arrivée de Catherine. Donc, Catherine Willoughby côtoya la cour d'Henri VIII, d'Édouard VI, d'Élisabeth Ier. Elle fut d'abord fiancée à Henry Brandon, le fils de Charles Brandon, duc de Suffolk, et de Marie Tudor, la sœur cadette d'Henri VIII. Mais il décéda avant que le mariage ne se réalise. Charles Brandon épousa donc lui-même celle qui devait devenir sa belle-fille à l'origine, 6 semaines après la mort de sa troisième épouse, Marie Tudor, en 1503. Donc on ne confond pas Marie Tudor, la fille d'Henri VIII, la première fille qu'il a eue avec Catherine d'Aragon, et Marie Tudor, eh bien, la sœur cadette d'Henri VIII, qui était sa préférée. Donc c'est bien cette Marie Tudor qui avait épousé Charles Brandon. Je vous en ai parlé dans d'autres chroniques. Elle avait été reine de France en épousant le roi Louis XII, qui était décédé malheureusement quelques semaines après leur mariage. Elle avait pu regagner l'Angleterre et épouser Charles Brandon, qu'elle aimait avant même d'épouser le roi de France. Donc il avait 49 ans, Charles Brandon avait 49 ans au moment de son mariage et Catherine n'en avait que 15. Par ce mariage, elle devient duchesse de Suffolk et de cette union naquirent deux petits garçons, malheureusement tous les deux morts de la suette en 1551, à 1 heure d'intervalle. On imagine bien que ce fut une épreuve absolument terrible pour Catherine de perdre ses deux fils en même temps. La légende rapporte qu'à la mort de Charles Brandon en 1545, Catherine était très belle et très en vogue auprès du roi Henri VIII. Il fut même question d'une rumeur selon laquelle Henri VIII en aurait bien fait sa 7e épouse, mais il n'en fut rien. Henri VIII décéda avant elle. La duchesse de Suffolk s'entendait très bien avec la reine Catherine Parr, qui était justement la 6e épouse d'Henri VIII, et elle se remaria en secondes noces avec Richard Bertie et dut s'exiler sur le continent en 1555, sous le règne de la reine Marie Ier, qui pourchassait les réformés. Donc voilà pour Catherine Willoughby, on en parle assez peu, elle est assez peu connue, mais elle fut vraiment une personne très très importante à la cour d'Angleterre. Nous voici maintenant le 24 mars 1603, c'est une date extrêmement importante, la date de la mort de la reine Élisabeth Ier, fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, au palais de Richmond à Londres à l'âge de 69 ans. Elle fut reine d'Angleterre et d'Irlande de 1558 à sa mort, soit pendant plus de 44 ans. Elle était le 3e enfant d'Henri VIII à monter sur le trône, après son frère Édouard VI, le fils de Jane Seymour, et sa demi-sœur Marie Tudor, la fille de Catherine d'Aragon, la première épouse d'Henri VIII. Elle occupa le plus long règne de la dynastie des Tudors, qui fut appelée l'âge d'or. Élisabeth fut appelée Gloriana, ou encore la Reine Vierge, ou encore la bonne Reine Bess. Elle était une reine vraiment très charismatique. Le 14 janvier 1603, eh bien, la reine Élisabeth et sa cour avaient quitté le palais de Whitehall pour rejoindre le palais de Richmond, un lieu qu'elle affectionnait particulièrement et qu'elle avait choisi justement pour ses derniers jours. Les dernières années de sa vie, la reine avait été très affectée par de nombreux décès dans son proche entourage, nous en avons parlé la semaine dernière. Tout d'abord, alors, avec la mort de son fidèle ami et conseiller William Cecil, Lord Burleigh, en 1598,
puis par l'exécution de son dernier favori, Lord d'Evereux, le comte d'Essex, en 1601. Nous avons une petite chronique également à cette date. Et enfin, avec la mort de Catherine Howard, sa dame de compagnie, depuis 45 ans, et celle de sa cousine Catherine Carré. Alors je vous rappelle juste que Catherine Howard ne doit pas être confondue avec la cinquième épouse d'Henri VIII, bien sûr. Celle-ci était une cousine d'Élisabeth, descendante de Marie Boleyn, et Marie Boleyn était la sœur aînée d'Anne Boleyn. Pendant des jours, Élisabeth resta allongée par terre sur des coussins, refusant d'aller au lit malgré les injonctions de Robert Cecil, le fils de son ancien conseiller William. Et puis, elle finit par accepter. Je vous invite à vous reporter à la chronique de la semaine dernière. Elle décéda entre 2 et 3 heures du matin dans la nuit du 24 mars. Quelques heures plus tard, son conseil mit en place sa succession et proclama le fils de sa cousine Marie Stuart, Jacques VI d'Écosse, roi d'Angleterre, sous le nom de Jacques Ier. Après tant d'années de lutte, les couronnes d'Écosse et d'Angleterre furent réunies en la personne de Jacques. Le cercueil d'Élisabeth fut transporté par la Tamise jusqu'au palais de Whitehall dans une barge éclairée de torches. Ensuite, un corbillard tiré par 4 chevaux vêtus de velours noir la transporta vers l'abbaye de Westminster. On imagine bien qu'une foule immense était présente pour accompagner la reine dans sa dernière demeure. Et sa tombe, commune à celle de sa demi-sœur Marie Tudor, ne présente que son beau mausolée. Elle repose également tout près de sa cousine Marie Stuart, dont le mémorial se trouve dans la même chapelle. Une bague en saphir fut retirée du doigt d'Élisabeth et portée à Jacques d'Écosse, qui avait été informé de la mort prochaine de sa cousine et qui se tenait prêt pour cette succession. La mort d'Élisabeth signe à la fin d'une période vraiment très importante pour l'Angleterre. Ça en était fini de la dynastie des Tudors, une dynastie qu'Henri VIII voulait absolument prolonger. Rappelons-nous que cette quête de l'héritier mâle était vraiment liée à cela. Il voulait absolument avoir des fils pour pouvoir maintenir cette dynastie. Et avec Élisabeth, tout cela s'est malheureusement terminé puisqu'elle ne s'est jamais mariée, elle n'avait jamais eu d'enfant. Donc 2 jours après la mort de la reine Élisabeth, Robert Carré arriva à Holyrood en Écosse pour informer le roi Jacques VI que la reine première était décédée et qu'il était maintenant le roi d'Angleterre. Jacques était le fils unique de Marie Stuart, l'arrière-petit-fils d'Henri VII Tudor, donc il avait une légitimité à monter sur le trône d'Angleterre. Robert Carré, quant à lui, était le plus jeune fils d'Henri Carré, Lord Hudson, qui était aussi un cousin de la reine. Et il avait été préparé pour cette mission et des chevaux parmi les plus rapides lui avaient été réservés afin que lorsque le décès de la reine interviendrait, il puisse rejoindre Édimbourg le plus rapidement possible. Toutefois, au moment de la mort d'Élisabeth, il dut attendre les directives du conseil privé. C'est entre 9h et 10h le matin du 24 mars qu'il fut autorisé à quitter le palais de Richmond pour Édimbourg. Il chevaucha pendant 2 jours complets, ne s'arrêtant que pour dormir. Arrivé donc en Écosse 2 jours plus tard et 650 km plus loin, il devait être exténué. Lorsqu'il arriva, le roi n'était pas encore levé et quand il fut mené près de lui, il remit cette fameuse bague en saphir bleu de la reine Élisabeth comme preuve justement du décès de la reine. Jacques VI quitta Édimbourg le 4 avril et il arriva à Londres le 7 mai. Carré fut nommé maître de la maison du fils de Jacques, le prince Charles, le futur Charles Ier. Alors, ce 26 mars, mais 1609 maintenant, plus tard, ce fut également la mort de John Dee, célèbre astrologue, mathématicien, alchimiste antiquaire, espion, philosophe, géographe, historien et conseiller de la reine Élisabeth Ier. Nous en parlons même si on dépasse un petit peu la date de 1603, qui est la fin de la dynastie des Tudors, justement parce que c'est un homme qui a été très important sous le règne de la reine Élisabeth. C'était un homme accompli. Il naquit à Londres le 13 juillet 1527 et il était le fils unique de Rolandi et faisait partie de la maison du roi Henri VIII d'Angleterre. John Dee étudia à l'université de Cambridge et obtint un master en 1548. Il partit ensuite à l'université de Louvain en France pour étudier les mathématiques, la géographie, l'astrologie. Il passa une grande partie de sa vie à étudier l'alchimie, la divination, la magie.
Il était réputé pour avoir été l'un des hommes les plus cultivés de son époque. Et il donna des cours à l'université de Paris avant de partir pour l'Angleterre, où il forma lui-même la plupart des explorateurs navigateurs qui ont découvert les nouvelles terres. C'est lui qui forma Édouard VI, l'héritier du trône, et Robert Dudley, le futur comte de Leicester et favori de la reine Élisabeth Ière. Il fut arrêté en 1555 sous le règne de la reine Marie Tudor pour avoir réalisé des horoscopes, ce que la reine condamnait comme étant une pratique hérétique. Alors il réussit toutefois à convaincre l'évêque de Londres de sa bonne foi, il fut probablement aidé par des amis influents pour être libéré. Sa carrière grandit alors rapidement, notamment grâce à Robert Dudley, qui fut son élève et un ami, et par William Herbert, le comte de Pembroke. Il devint le conseiller personnel de la reine en sciences et en astrologie lors de l'avènement de cette dernière en 1558. Nous pouvons rappeler également que c'est lui qui choisit la date de couronnement de la reine Élisabeth. Donc John Dee était un universitaire qui avait collecté beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages pour ses études. Il constitua l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe dans sa maison de Mortlake dans le Surrey en Angleterre. Et en 1592, eh bien, on sait que cet homme avait à lui tout seul plus de 3000 livres et de 1000 manuscrits, ce qui était absolument énorme. Il pratiquait l'alchimie, il écrivait des livres de mathématiques, d'astronomie et de navigation. Et dans les années 1580, il travailla avec Edward Kelly, un apothicaire, alchimiste et médium. Donc tous deux ont voyagé en Europe. Mais de la science, son apprentissage, il se tourna vraiment vers les sciences occultes. Il communiquait avec les anges, les archanges. Il axa ses prédictions grâce à ses visions angéliques. Et il fut de plus en plus vu comme un magicien démoniaque, décrié par ses pairs. Alors Élisabeth, qui décéda en 1603, fit qu'il perdit alors sa protection et Jacques Ier ne le conserva pas à la cour. Il existe deux actes probables de sa mort. Celle-ci, le 26 mars 1609, ou alors on nous dit également, parfois, en décembre 1608. C'est son fils Arthur Dee, alchimiste et écrivain, qui donna cette date du 26 mars 1609 dans une lettre, et aussi Anthony Wood qui précisa qu'il décéda dans la maison de la rue Bishopgate à Londres. Il fut inhumé dans l'église de Mortlake, dédiée à la Vierge Marie dans le Surrey, et aujourd'hui une plaque commémorative indique ce lieu dans l'église. Donc c'était vraiment une date vraiment très importante parce que John Dee fut un personnage notable à la cour des Tudors. Nous terminons notre petite chronique le 27 mars 1489. Nous filons en Espagne où fut signé le traité de Medina del Campo entre le royaume d'Angleterre et la monarchie catholique espagnole dans le cadre du mariage du futur héritier du trône d'Angleterre, Arthur, prince de Galles, qui était le fils aîné d'Henri VII et d'Élisabeth d'York, avec Catherine d'Aragon, la fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Alors le prince Arthur avait 2 ans, la petite Catherine en avait 3. Le traité fut signé le 27 mars par les rois catholiques, mais en réalité il ne fut ratifié qu'en septembre 1490 par Henri VII Tudors. Ce traité prévoyait d'une part un mariage par procuration dès que le couple aurait atteint l'âge nécessaire et d'autre part l'établissement d'une alliance destinée à contrebalancer la puissance française et à s'aider mutuellement si l'un des deux pays déclarait la guerre à la France. La réduction des taxes également entre les deux pays, l'Angleterre et l'Espagne, fit partie des conditions de ce traité et bien sûr l'alliance de leurs enfants respectifs, nous l'avons compris. Donc selon cet accord, les parents de Catherine d'Aragon acceptèrent de s'acquitter d'une dot absolument considérable pour le mariage de leur fille, c'est-à-dire de 200 000 couronnes, l'équivalent de 40 000 livres, avec l'assurance que Catherine disposerait d'une rente si Arthur venait à décéder. Cette rente devait être payée en 2 fois, puisque c'était une somme absolument énorme. La moitié lorsque Catherine arriverait en Angleterre, et le reste 2 ans plus tard. Les fiançailles par procuration d'Arthur et de Catherine eurent lieu à Woodstock le 15 août 1497.
L'ambassadeur espagnol Rodrigo González de Puebla représenta Catherine devant Arthur qui était là en personne. Le mariage par procuration eut lieu le 19 mai 1499 et là encore de Puebla représenta Catherine qui était toujours en Espagne. Le couple était officiellement mari et femme aux yeux de l'Église, même si Arthur et Catherine ne s'étaient encore jamais vus. On sait qu'ils échangèrent beaucoup de lettres, écrites notamment en latin, mais ce sont des lettres dans lesquelles ils ne pouvaient exprimer véritablement leurs sentiments puisqu'elles étaient rédigées avec la présence en fait de leur précepteur, mais on sait qu'ils s'étaient beaucoup écrits. Catherine arriva en Angleterre, au port de Plymouth dans le Devon, le 2 octobre 1501 et elle rencontra Arthur pour la première fois le 6 novembre 1501. Donc nos deux adolescents étaient âgés de 15 ans et ils furent mariés le 14 novembre 1501 à la cathédrale Saint-Paul de Londres, l'ancienne cathédrale Saint-Paul de Londres qui a été détruite dans l'incendie de 1666. Et ce mariage eut lieu juste 12 ans après la signature de ce traité de Medina del Campo. Malheureusement, le mariage fut de courte durée car Arthur décéda le 2 avril 1502 et Catherine, nous le savons, dut attendre 7 ans avant d'épouser le frère d'Arthur, Henri, également connu sous le nom d'Henri VIII. Voilà. Donc son destin de reine d'Angleterre se réalisa malgré tout. Elle avait vraiment été préparée à être reine d'Angleterre et on se souvient qu'à la mort d'Arthur, eh bien, ça a été très difficile parce qu'il y a eu des tractations pour savoir si elle allait repartir en Espagne, dans son pays d'origine. Mais Catherine a été extrêmement courageuse et persévérante et puis Henri VII de toute façon ne voulait pas restituer la dot. Donc Catherine est restée en Angleterre et a épousé Henri qui est devenu Henri VIII. Voilà pour cette petite chronique de la semaine. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Si vous avez envie de retrouver les chroniques, vous pouvez commander les ouvrages sur Amazon. Il y a d'abord un livre sur les sirènes d'Henri VIII qui traite vraiment de ce que les reines étaient. Alors on croit savoir beaucoup de choses sur ces reines, mais très honnêtement, on en sait ce que la fiction a bien voulu nous dire et pas ce qu'étaient les reines réellement. Et puis ces chroniques de la cour des Tudors qui font plus de 600 pages, qui représentent des années de recherche et de travail. Donc ces deux ouvrages sont disponibles sur Amazon. Le troisième est en cours de rédaction pour une sortie dans l'année 2021. Et je travaille également au quatrième. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des chroniques.